Bonsoir les auditeurs de Priorité. Aujourd'hui, nous sommes tenus de venir encore sur ce plateau pour essayer de discuter d'une situation. Ce n'est pas l'émission normale de Priorité, mais la situation nous oblige d'en parler. C'est le cas du Mali. Il y a une vidéo qui circule dans les médias. Et cette vidéo, à l'écouter, toute personne qui se dit fils africain doit s'arrêter et réfléchir par rapport à ce qu'il est en train d'écouter et ce qu'il est en train d'entendre. Quelle vidéo s'agit-il? Il s'agit de la vidéo, l'appel qui a existé entre deux autorités. En l'occurrence, l'ex-premier ministre de Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Si on a pris le soin de venir sur ce plateau aujourd'hui pour parler de cette vidéo, l'analyser, la décrypter, c'est que tout simplement, on s'est posé des questions. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, l'heure où l'Afrique est en train de chercher son indépendance, sa souveraineté, est-ce qu'à cette époque bien précise, on doit assister à des comportements de cette nature, au comportement de Alassane Ouattara et de Boubou Cissé du Mali? Si la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, une sanction où les Africains ne sont pas du tout d'accord, mais on pensait que cette action, cette sanction, elle peut avoir sa raison d'être parce que la CEDEAO a été régie par des lois. Mais si on écoute cette vidéo d'Alassane Ouattara, on doit se poser des questions. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est en train de chercher par rapport à ces sanctions qu'ils ont imposées au Mali? Aujourd'hui, je suis au plateau avec mon frère Mamadou Konaté et on va essayer de décrypter ensemble le comportement de ce président qui, pour moi, est un danger pour le continent africain. Alassane Ouattara, je dis à partir de maintenant, j'avais des doutes pour ce monsieur-là, mais cet audio-là confirme maintenant la position de ce monsieur. Alassane Ouattara a la peau noire, mais à l'intérieur, il est un blanc avec un cœur noir. C'est ce que je peux dire. Parce que tout fils africain qui écoute le discours, comment dire, ce dialogue de Alassane Ouattara avec Boubou Cissé, tu vas te dire jusqu'à quel point une personne peut être nuisible à tenir des propos pareils. Avant de faire quoi que ce soit, je vais poser cet audio-là. On va l'écouter ensemble. Et on va décrypter cet audio ensemble. Je suis sur le plateau aujourd'hui avec mon frère Mamadou Konaté, encore une fois de plus, le fidèle collaborateur de la chaîne Priorité. On va écouter l'audio avant d'entrer dans l'analyse. Mais au passage, je dis à M. Konaté, bonjour. Bonjour, M. Camara. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et à Washington, j'espère qu'il ne fait pas si fort que ça. Oui, tout va bien. Je crois que tu as eu la chance de tomber sur cette vidéo qui est en train de faire, comment dirais-je là, le tour dans la toile là. Oui. Et tu l'as apprécié à ta manière. Maintenant, oui, je vais mettre cet élément-là, on va essayer de voir là ce que ça signifie. D'accord. On va entrer dans l'analyse. Ça marche. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile oui, de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. oui. Économiquement, les prix ont flambé.
qui inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Et même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Quoi. Comment c'est ça. ils vont un pays de 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même payer le salaire. C'est pour ça, en février, ils pourront même pas. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important. Sur la BMS. De solidarité. Voilà, exactement. Et puis la banque de développement. Voilà. Donc, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener. C'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas comme ça. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on dirait que c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai vu aussi qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir. Avant de vous départ, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. On a le sommet à Accra le jeudi. C'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et ensuite, je continue sur la Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président. Ça me fait plaisir. Voilà. C'est une information urgente. N'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Hein. Voilà. Monsieur Mamadou Konaté. Oui. Nous venons d'écouter cette vidéo ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, déjà, Manglé nous beaucoup les fidèles de l'émission Priorité, nous beaucoup diaspora, beaucoup Sénégal, Manglé voilà. Mais Bakary, ce genre de situation-là, moi, ça ne m'étonne pas, hein, du tout. Parce que de toutes les façons, l'expérience a montré que dans des situations comme celle-là, tu as toujours quelqu'un qui, soit il est proche du pouvoir, soit il tourne autour du pouvoir, soit quelqu'un qui a été envoyé en leur donnant des informations nécessaires pour qu'il aille balancer à l'extérieur. À l'impérialisme, bientôt, là, il va ça, quoi. Mais qui est ce qu'il dit là? Non seulement ce n'est pas un patriote africain, mais aussi ce n'est même pas un patriote malien, quoi. À la limite, ton pays peut traverser des situations comme ça qui sont extrêmement compliquées ou difficiles. Le sortir de surcroît, c'est quelqu'un d'influent au niveau de la CEDEAO
et tu lui donnes des informations de chez toi. Et d'ailleurs, je ne crois même pas que ce gars-là puisse donner à Ouattara des informations fiables que ça. Parce que je pense que ceux qui sont le gouvernement de transition, les Assimi Goïta et Choguel, tout ça, là, ils ne sont pas si fous que ça. Peut-être ils vont dire des choses qui peuvent être compromettantes pour le pouvoir. Qui ex-premier ministre du coup de quoi. C'est une affaire de fou, c'est invraisemblable. C'est vrai que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui, au moment où son pays est en train de se battre pour retrouver son indépendance totale et sa souveraineté, sorte en tant qu'ex-premier ministre pour aller balancer des informations à quelqu'un qui, effectivement, s'en fout complètement. Ce n'est pas un Malien, il n'en a rien à faire. Des informations comme ça, gratuitement. Dans l'émission, le gars Ouattara disait qu'effectivement, que le gouvernement de transition, là, voilà, ils comprennent bien, à la limite, ce sont des idiots, en fait, qu'ils marchent sur la tête. Je crois que c'est Ouattara et Boubou Cissé qui marchent sur la tête. Voilà. Tu sais moi, ce qui m'a... quand j'ai écouté ce truc-là, cet audio-là, c'est-à-dire, j'ai essayé de réfléchir pour voir exactement, bon, quelle est la pertinence même de cette conversation, quoi. Il n'y en a pas. Mais quand tu regardes ce qui se passe là, c'est après que j'ai compris, quand j'ai écouté la dame, comment ça s'appelle, on l'appelle la dame de fer du Mali là, quoi, je ne sais pas, Amina. Oui, oui. C'est Amina que j'ai écouté pour essayer au moins de comprendre pourquoi cette conversation. Tu sais que ce jeune-là, c'est un jeune qui a utilisé Ouattara. Mais... tu sais que le jeune-là, il a utilisé Ouattara. Si tu écoutes l'échange là dans la conversation, la façon dont il intervient, il est en train de faire dire des choses à Ouattara qu'il veut entendre. Et Amina, dans ses explications, elle dit que l'audio là a fuité. Certains pensent que c'est peut-être la Russie avec leur technologie qui ont eu à récupérer ces informations et balancer. Mais pour Amina, non. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que c'est Boubou même en question qui a fuité cet audio-là parce que quand il est parti voir Ouattara, avec le deal qu'ils sont en train de faire, parce que le gouvernement est en train de s'organiser, ils ont des gens qui sont en train de préparer peut-être un coup ou bien quelque chose comme ça. Maintenant, pour assurer ces gens-là qu'ils ont le soutien de Ouattara, il faut qu'ils aient quelque chose en preuve. Maintenant, il faut avoir cette conversation de Ouattara pour pouvoir prouver à ces gens-là que vraiment j'ai parlé avec Ouattara. Et maintenant, dans cet échange-là, c'est à ce moment-là que l'audio a fuité. Les gens ont... Donc, le jeune-là, c'est un jeune qui est venu pour utiliser ce vieux qui ne comprend pas pour essayer d'utiliser à des fins. Mais malheureusement, quand tu as comploté quelque chose, si Dieu n'est pas avec toi, ça se passe toujours comme ça. Mais bien sûr. Et c'est tombé maintenant dans la main des trucs là, quoi, comment dirais-je là, des autorités maliennes, de la population malienne, de la population entière africaine. Mais tu sais que le gouvernement malien est en train de mener une enquête, n'est-ce pas? Mais au départ, moi, je ne croyais pas. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. C'est hyper simple, c'est si simple que ça. Vraiment? Et c'est vrai que l'argument que tu donnes, je me suis dit, mais si ce mec-là a eu le temps de discuter avec Ouattara, mais comment ça se fait qu'un audio comme ça puisse fuiter? Je sais que ça ne peut pas être Ouattara, parce que Ouattara, il n'est pas si fou de tenir ce genre de propos, de balancer dans les réseaux sociaux. Et je me suis dit, quelle que soit la technologie que tu peux avoir, quel que soit l'instrument que tu peux avoir, je me dis quelque part, ce gars-là, non seulement il a fait parler Ouattara, mais aussi il a balancé le truc. Alors je me suis dit, mais la question que je me pose, je me suis dit, mais quel est l'intérêt réellement de faire un truc comme ça? Voilà. Je me suis dit, c'est-à-dire qu'il aurait pu peut-être continuer, comme tu dis, à faire le boulot, à faire parler Ouattara aujourd'hui, demain, après-demain, avoir des informations nécessaires pour pouvoir le donner autrement. Mais là, je trouve que c'est trop simple. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose que tu nous parles dans cette affaire-là. À l'intérieur, c'est-à-dire c'est un groupe organisé qui a un agenda bien précis pour le Mali. Tu sais que, comment on l'appelle encore là, la France a donné combien? Attends, je vais voir là dans mes archives là, quoi. Si j'ai noté ça quelque part là, quoi. On dirait que la France a donné à l'opposition malienne des, comment on l'appelle encore là, 23 millions d'euros. Ne serait-ce que pour organiser les élections. Et c'est cette même opposition maintenant qui dit que, bon, après le 27 de ce mois, ils vont sortir pour faire des manifestations attestant que le gouvernement malien là n'est plus légitime. Est-ce que tu comprends? Donc, ce monsieur Boubou Cissé, ils sont dans cette préparation-là.
Maintenant, pour rassurer le groupe, le groupe de malfaiteurs là, il faut essayer de trouver quelque chose quoi, en collaboration avec le leader même, comment dirais-je, là, de cette action-là derrière le Mali, qui est Alassane Ouattara. Après, maintenant, moi, tu sais ce qui m'étonne dans tout ça. Oui. Et maintenant, je comprends que Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il est en train de rechercher, quoi? Est-ce que réellement Alassane Ouattara, il est pour le peuple malien ou il a d'autres agendas qu'on ne peut pas comprendre, quoi? C'est-à-dire, tout ce qu'il est en train de faire comme ça, c'est tout sauf l'intérêt du Malien. Alassane Ouattara est en train de suivre l'agenda qu'on a dicté à Alassane Ouattara, c'est-à-dire venant de la France, il faut faire tout possible pour déstabiliser le Mali parce que ce qu'on est en train de voir, ça ne peut pas marcher. Comme lui, il ne peut pas être influent à l'intérieur et que Boubou est là. Boubou, comme tu dis, il y a une poursuite derrière lui. Il est en train il s'est évadé. Il y a une poursuite. Boubou a des gens qui sont à l'intérieur du Mali même, des fils maliens qui sont là, qui sont prêts pour travailler avec lui. Donc, quand on a Boubou à l'extérieur et que Boubou à l'intérieur, Ouattara peut faire son travail. Ouattara maintenant est en train de poser ces pions-là parce que tout simplement, ce qui est en train de se passer au Mali n'est pas pour l'intérêt de la France. Donc, Ouattara, une fois de plus, est venu montrer aux yeux des Africains que je ne suis pas avec vous, je suis avec la France. Qui peut imaginer dans la scène africaine politique maintenant ce que les Africains sont en train de vivre? Ils sont en train de chercher à avoir leur souveraineté. Le Mali est devenu un exemple. Est-ce qu'on peut penser un fils digne de l'Afrique? Même si tu sais que tu as pris des sanctions, parce que tout simplement la condition de la CEDEAO, les règles de la CEDEAO l'obligent à le faire, mais en dehors de ces sanctions-là que tu as imposées, tu as d'autres agendas, tu es en train de suivre de façon inhumaine ces gens-là pour essayer de les voir sombrir encore dans le truc-là, en mettant l'accent sur comment ils vont comment dirais-je là, tenir là, ces trucs-là, quoi. Ils vont, dans quelques semaines, 2 semaines, ils vont... Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il a pour le peuple? Non, Amadou Bakary, c'est parce que je pense que, comme tu le dis, Ouattara est d'une méconnaissance totale sur la détermination que les Maliens ont pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour que tu juges réellement, que tu te rends compte qu'avec ces gars-là, ils préfèrent crever quelque chose, nga xam deug le Malien comment il fonctionne. Moi, je suis d'origine malienne. J'ai une partie de ma famille qui vit au Mali. J'ai des cousins. Mais je vais te lancer une information. Le Assimi Goïta là, c'est le neveu de mon beau-frère. Son beau-frère, moi, il sait que c'est ma belle cousine. C'est ma belle dôme, il y a eu, c'est ma petite soeur, il y a eu, c'est ma dôme petite soeur, il y a eu des gars. Donc, il s'appelle Mamadou Goïta. Donc, Assimi, il y a eu des gars. Li nga xam ne mu entreprendre na ko ba pare moom il le dit ça, il dit mais tous les jours je suis mort moi parce que je suis un soldat. Donc c'est quelque chose que c'est quelque chose d'intègre dans mon fonctionnement. Donc xam nga kooku plus demee ba wax la loolu c'est-à-dire que boo tegoon fi ay Kalachnikov mais il n'en a rien à secouer de ça parce qu'ils sont dans un but, dans un objectif. Et quand le gars dit oui parce que bon ben les jours sont comptés, ça va tomber. Moi, j'ai écouté un audio que j'ai écouté, où un ancien militaire qui a servi à Abidjan, il faisait partie des soldats français, effectivement, qui ont fait le coup, effectivement, à Bagbo. Le mec, il disait, dans cet audio-là, que les jours de Ouattara sont comptés. Il le disait. Ah oui, il disait clairement, il disait, mais de toutes les façons, quel que soit le scénario, moi, en tant que militaire, j'ai vu des choses en Côte d'Ivoire que ce ne sont même pas les soldats ivoiriens qui l'ont fait. Ce sont les soldats français qui l'ont fait, réellement. Ensuite, ils se sont dit, oui, mais par contre, c'est l'opposition avec le soldats. Non, mais je peux vous assurer. Il dit, hein, avec certitude, il faut que je retrouve ça et je l'envoie. Il disait avec certitude que les jours de Ouattara sont comptés. Mais qu'est-ce que, mais moi, la affaire, qu'est-ce que Bakar, nous sommes tous des croyants. Qu'est-ce que yalla bu lay jox nguur daf lay tek natt gu metti pour xam yow est-ce que yow sa ngëm fan la toll ci moom te gis nga bu la ko joxee da lay faciliter lépp ba ngay da ngay yaakaar ne yow sa bopp yàlla moom ci boppam ki la jox nguur bi exécuté mais gis nga bu la ko gis nga bu la ko rocciwaat daf lay teg natt gu metti goo xam ne mooy gën a metti sax ndax natt bi la njëkk a teg. Et je pense que beaucoup d'Africains croyants n'ont pas compris ça. Gis nga affaire Mali bi nii la gis nga ce que le gars dit en disant oui dans 1 mois 2 mois le gars qui dit ouais mais de toute façon est-ce que ça prouve quand même que ce sont des idiots que la Russie ne va pas les aider du tout comme ça, la Russie elle sait aussi. Mais tout ça c'est du saupoudrage. Moi un chef d'État qui dit ça, un responsable, grand responsable africain qui dit ça,
c'est parce que quelque part, tu n'es plus sûr de tes arguments. Parce que Ouattara Lumifwa, Oh, tu sais, il n'a rien dit qui peut justifier en disant que les jours de ces gens-là sont comptés. Il n'a rien dit, parce que le gars n'a rien dit sur le fond. C'est un vieux qui a été utilisé par ce Cissé. Cissé, ce n'est pas un patriote. Ça, je ne peux pas le supporter dans ça parce que c'est un traître. Mais c'est un traître qui est venu utiliser un vieux con qui est assis ici. Tu m'excuses du langage, quoi. C'est-à-dire, il l'a utilisé pour essayer de jouer sa carte au niveau du Mali. Mais ce jeune-là, s'il vient et donne des informations pareilles là, mais ces informations ont été démenties. S'il pense que les denrées alimentaires ont monté et que les gens sont dans des difficultés, mais il y a une délégation sénégalaise qui s'est rendue au Mali, là, parmi les panafricains, là. Je ne suis pas là pour citer des noms, mais quand ils sont arrivés au Mali, tu sais ce qu'ils ont dit? Mais ils disent que, mais non, eux, ils pensaient que le Mali était à l'hécatombe, quoi. C'est-à-dire, les gens étaient en agonie, c'est ce qu'ils pensaient, quoi. Mais quand ils sont entrés au Mali, ils se sont rendus compte que la vie, elle est tellement simple que tout va très bien, tout fonctionne. Et ils ont même attesté que, mais on dirait que nous, c'est le Sénégal qui est en embargo, mais ce n'est pas le Mali. Parce que ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que le Sénégal qui est en embargo. Oui. Tout à l'heure, j'ai un de mes neveux qui m'avait appelé audio là sur la situation économique au Sénégal. L'augmentation des denrées alimentaires. Donc, ils sont pas marché de la Médina. Et le gars, il expliquait que le kilo de viande a augmenté de 7. Si on continue comme ça, il y aura un problème. Parce que c'est le Mali qui nous fournit effectivement des bobos. Non, mais au Mali, tu sais ce que l'autre là a dit, la dame là a dit, Amina. Il dit qu'au Mali, les prix ont été neutralisés, bloqués. Et il y a des contrôles journaliers qui se font là-bas à tout commerçant qui va lever le prix du Mali là à 1 franc. Tu augmentes le prix de quoi que ce soit au pays. On vient avec toi. Le Mali, l'équipe dirigeante là, s'est assuré qu'il n'y aurait pas de flambée de prix. Tous les commerçants doivent respecter le prix. Aucun prix n'a augmenté au Mali. Et pendant mais bien sûr, mais moi je disais ça dans une discussion aussi. J'ai l'impression que vous pensez que l'embargo, c'est le Mali qui va subir réellement cette histoire-là. Le Mali fournit au Sénégal tellement de denrées qui fait que si on ne fait pas attention, ce sont les Sénégalais qui vont souffrir de ça. Ils vont souffrir de ça. Pas forcément les Sénégalais. Tous les pays qui sont frontaliers au Mali, ils vont souffrir de ça. Et j'ai l'impression que nos dirigeants n'ont pas capté ça pour se dire, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ces sanctions-là, finalement, nous, on en souffre. Non seulement on en souffre de l'augmentation des prix, mais aussi de ça, mais économiquement, nous en souffrons. Mais le Mali ne souffre pas. Tu sais, le Mali, tu sais, la dame l'a expliqué que la frontière mauritanienne là est là. C'est là-bas où maintenant les choses viennent. Avec la Guinée là, c'est là-bas où ça vient. Les 2 pays qui en souffrent, c'est le Sénégal maintenant et la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr. Si Ouattara est pressé pour voir ce gouvernement fléchir là et donner le truc là aux civils là, c'est parce que tout simplement, c'est difficile chez lui. Mais Bakr, Ouattara, il commence à être aux avoirs. C'est ça surtout. C'est-à-dire qu'il fait semblant de dire oui, tout va bien, oui, ça va, on est là. Mais Ouattara, aujourd'hui, Ouattara ne dort pas parce que tout simplement, Ouattara commence à être aux avoirs. Mais qu'est-ce que on est que encore 2 mois, que 2 mois, ils n'arriveront pas à payer les fonctionnaires. Qu'est-ce que dans 2 mois là, c'est lui qui va se retrouver à des manifestations chez lui, de telle façon qu'il comprend. Et si lui-même il ne fait pas attention, il va tomber à cause de ces manifestations qui sont à venir en Côte d'Ivoire. Il va tomber. Tu sais, le port de Dakar, là, actuellement là où le port est là, il y a de sérieux problèmes. Mais tu vois ça? Tu vois? Comment on peut vivre dans ces situations-là? Tu sais, ces gens-là, ils ont touché quelque chose et ils sont pressés pour s'en sortir. Mais le Malien est un gars qui, je ne sais pas, comme tu as dit, ne connaissent pas le Bambara. C'est-à-dire que les gens-là sont tellement déterminés. Ils vont mourir là, mais ils vont au bout. Le jour où tu auras l'occasion d'aller au Mali, vas-y. Et tu verras bien les gars, comment ils fonctionnent. Je te jure, tu verras bien comment le Mali... Quel est l'état d'âme du Mali? L'état d'âme du Mali. Et tu diras, mais non, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas parce que je suis Bambara ou quoi que ce soit que je dis ça. Hein. Moi, je suis né au Sénégal, grandi au Sénégal. Voilà. Je suis allé quelques rares fois au Mali. Je suis allé à peu près il y a 5-6 ans au Mali, voir la famille, des trucs comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va régulièrement. Mais quand j'y vais, je ne reste pas seulement à Bamako. Je bouge un tout petit peu parce que j'ai des parents qui sont tout petit peu dans les régions. Donc, je vais les saluer et je rentre. Mais pour te dire que le Malien, il a un état d'esprit qui est complètement de l'état d'esprit sénégalais.
Ce n'est pas quelqu'un qui va se retrouver dans des complications avec des débats sans cœur Non, 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 ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ça. C'est eu égard, effectivement, à ce qui s'est passé dans l'Empire et sous l'évolution de ce pays-là. Affaire Fofola. Non seulement de Nidogo, c'est comme si tu me disais un Kazassé qui vient te parler aujourd'hui et que demain, il va changer la formulation de ce qu'il t'a dit. Voilà. Là, que 4 mois de maintenant. Voilà. Mais un autre point, ce que je n'arrive pas à comprendre, comment tu peux expliquer un gouvernement digne de ce nom-là, les mots que Ouattara a utilisés pour qualifier ces trucs-là, le gouvernement malien, ce sont des idiots, ce sont des naïfs. Ouais. Est-ce que réellement, dans la diplomatie même en question là, est-ce que Ouattara même doit tenir ce langage-là par rapport à ce non, certainement pas. Bakary, certainement pas. Ce que Ouattara dit aux Maliens, quand tu regardes au fond, quand tu raisonnes par analogie, c'est ce que les Maliens ont reproché à la France, en disant nous n'aimons pas votre arrogance, la façon dont vous nous parlez et la façon dont vous nous traitez. Ouattara est en train de faire exactement cette même réplique aux Maliens dans cette conversation. Et je vais te dire une chose, hein. Les Maliens ne lui pardonneront jamais ça. Non, tu sais. Ils ne lui pardonneront jamais ça. Non, mais déjà, tu sais, il y a 3 pays que les Maliens ont cités, qui sont des pays ennemis. Et maintenant, moi ça me fait mal de voir que le Sénégal fait partie de cette liste. Il y a le truc là, le Niger, il y a le Sénégal, et il y a le truc là, comment on l'appelle encore là, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Ce sont les 3 pays. Les Maliens font attention à ces gens-là parce qu'ils disent que ce sont ces gens qui peuvent monter un coup contre le Mali. De toutes les façons, ce sont ces gens-là, on sait que ce sont des pro-français à fond. Ce sont des pro-français à fond. Le jour où Ouattara va tomber sous des manifestations, je n'exclus même pas que si le Sénégal va rester debout. Parce que ce sera pire que ce que les Maliens ont fait. Ce sera pire que ça. Parce que, gars, parce que chaque pays a sa spécificité. Tu vois, les Maliens, ils ont pris le courage en disant non, stop. Nous sommes riches, nous sommes plus riches que la France, nous avons de l'or. J'ai un copain, même les Nigériens, j'ai un copain qui travaille dans l'assainissement là. C'est un ingénieur hydraulicien. Une fois, il est parti au Niger, dans le nord du Niger. C'était pour le service d'assainissement, mettre en place des stations d'épuration. Mounibissi, quand il est parti à Dakar, il m'appelle. Mais tu n'es pas au Niger? Non, je viens de rentrer. Mais je vais retourner quand même pour suivre le chantier. Ce que j'ai vu au Niger, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Dans la zone où j'étais, c'est-à-dire que tu vas des pipis d'or. Là où j'étais, c'est tout le temps comme ça. Niger, lors du Niger, Mali hors Niger. C'est des tonnes dans l'année. C'est des tonnes par année. Or, la richesse d'un pays se mesure très souvent en or. Mais France, amul or, bonne que 5e puissance mondiale, il faut que le football Mali. Dès que nous avons une vidéo sans pour mais dans l'ouest du Sénégal, dans le sud-ouest du Sénégal, du côté de Aïkédougou, de trucs comme ça, l'or qui a été retrouvé là-bas. La jeune fille expliquait qu'il y a des moments où effectivement ils n'ont pas de réseau téléphonique. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Donc, elle a dit ça plusieurs fois. Je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de réseau téléphonique. C'est quand même hallucinant quand pour un pays comme le Sénégal, normalement, on va avoir des réseaux partout quand même. Ouais. Elle explique que pendant les périodes où effectivement, il n'y a pas de réseau, il y a toujours des avions qui décollent. Voilà. Ouais, il y a toujours des avions qui atterrissent, il y a toujours des avions qui décollent. Et donc, elle, dans sa conclusion, se dit que dans ces avions-là, c'est pour embarquer l'or. Alors, vrai ou faux, peu importe. Mais ça laisse complètement perplexe dans ce qu'elle disait. Parce que faut que tu dis, mais tu es qu'est-ce que le Sénégal dit? Or, Sénégal, fer, Sénégal, pétrole, Sénégal. Ah, gaz, mais voilà, nous sommes devant cette situation. C'est-à-dire, pour toute personne qui se justifie d'un panafricaniste, ce sont des choses qu'il faut déplorer. C'est-à-dire, cette conversation entre Boubou Cissé, l'ex-ministre malien,
et le président Alassane Ouattara, c'est pas l'ex-premier ministre. L'ex-premier ministre. Et Alassane Ouattara, c'est pas d'injustement. Alassane Ouattara, je le répète, c'est le frein du développement de l'Afrique. Maintenant, je peux l'affirmer, je peux le confirmer, je peux le dire. Ce monsieur-là, tant qu'il est en vie, c'est le problème de l'Afrique présentement là. Mais il fait partie des mots de l'Afrique. Je ne peux pas comprendre une personne peut avoir un cœur noir à ce point de souhaiter, de prier pour voir le Mali souffrir au point que les gens vont venir courir vers lui ou bien courir vers la France pour demander de l'aide. Une personne digne de ce nom-là, une personne qui réfléchit, toi, tu ne peux pas prier à ces gens-là qui peuvent avoir leur autonomie, leur souveraineté, pouvoir voler par leur propre aile. L'exemple qu'il a pris là en disant que des 1000 milliards d'aides là qui viennent de l'étranger là, si ça n'entre plus maintenant, comment ces gens-là peuvent vivre? Mais voilà le problème de l'Afrique. Comment l'Africain va faire là pour essayer de se départir des 1000 milliards d'aides là qui viennent? C'est ce que le Mali est en train de faire, de pouvoir, comment dirais-je là, se prendre en charge. Mais maintenant, qu'est-ce qui dérange Alassane Ouattara dans ce que ces jeunes Maliens-là sont en train de faire pour leur peuple-là? Parce que tout simplement, Alassane Ouattara n'est pas un président français. C'est-à-dire, c'est un gouverneur qu'on a mis en France au service de la France. Et c'est comme un robot, quelqu'un d'autre l'a dit, quand on appuie le bouton, c'est lui qui va exécuter les désirs de la France parce que la France n'est pas venue physiquement pour faire le sale boulot. C'est Alassane Ouattara qui doit le faire. Mais il n'est pas le seul président dans ce cas de configuration. C'est là où je suis le problème. Mais je te dis une chose, la jeunesse africaine déterminée comme ça, ces présidents-là qui ne veulent pas changer de paradigme, là, ils seront tous balayés. Parce que c'est une nouvelle ère qui est en train de sonner en Afrique. Non, Bakary, tu es gentil. Moi, je dis qu'ils sortiront tous par la... Ils vont sortir par la petite porte. Madame, ils sortiront tous par la petite fenêtre. C'est ça. Non, mais ce sera sauf qui peut. Ouais. Ce sera parce que peut. D'accord, mon frère. Je crois que on va essayer de mettre terme à l'émission là. Et puis, si tu as un dernier mot à lancer par rapport à cette situation-là, et un appel à lancer au peuple malien là, je crois que c'est le moment qu'il faut le faire. Parce que moi, de mon côté, je vais demander aux Maliens d'être vraiment solidaires. Et comprendre que le combat qu'ils ont mené comme ça là, que rien ne le fasse fléchir. Ils n'ont qu'à continuer. Les Africains sont derrière eux. Et la réussite là, c'est pas loin. Vas-y. Mais tu as tout dit. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit que j'ai parti à Bamako, on disait que Bamako, ce n'était pas une capitale. Nous, en tant que jeunes Sénégalais, parce que nous, on était de Dakar et tout, on comparait Bamako par rapport à Dakar. On disait, ben ouais, ici, il n'y a rien, il n'y a même pas d'immeuble de 2 étages ou 3 étages. Donc, on se moquait de nos cousins, des trucs comme ça. Mais quand tu rencontres qu'en fait, que le Mali a évolué en un temps record en termes d'infrastructure, parce que le Mali défend que Amoul Gueye. Donc, la capitale peut s'élargir tranquillement sans aucune difficulté. Dakar, mon goût élargir sur les Maliens, ils ont cette opportunité-là. Et je peux te dire que cette détermination que les Maliens ont, moi, je le dirai tout le temps. Et je ne m'en démords pas. C'est un peuple qui est extrêmement courageux. Et c'est un peuple qui ne lâche pas. Regarde, le Mali a toujours connu des coups d'État. Modibo Keïta, coup d'État. Moussa Traoré, coup d'État. Tous les présidents qui ont succédé après, mais tous les autres présidents, ils ont pris le pouvoir par le biais d'un coup d'État. Donc, ce sont des choses, ça n'effraie pas le Malien, parce qu'ils ont l'habitude de ça. Et qu'à un moment donné, il a dit à son peuple, stop, il faut que nous essayions de récupérer notre indépendance, notre souveraineté totale. Parce que tout va bien, tant que nous ngi baye ñi ñoy fi di def ndata tel développement gis nga duñu bouger dans yota gis nga cette détermination yi gaay am ni là quand le gars dit ouais mais bon encore 2 mois encore 1 à 2 mois mais gis nga dama len encore ñom lay wax de Ouattara mi regardons d'ici 1 ou 2 mois est-ce qu'il sera au pouvoir ou pas et on verra. D'accord, on verra. Parce que l'instabilité du Mali ça entraînera forcément l'instabilité des pays frontaliers. Non mais c'est sérieux. Voilà, merci Mamadou. Oui. Je crois que, comment on l'appelle encore là, moi je ne sais pas quoi dire encore, si ce n'est que demander aux Maliens, la manifestation qui va avoir lieu le 27 février, qu'ils vont faire attention par rapport aux infiltrations.
Parce que ce sont des gens qui sont très forts. Ils peuvent mobiliser des gens de la Côte d'Ivoire d'un peu partout pour venir renforcer cette masse-là, créer le chaos maintenant là pour pouvoir jouer leur jeu. Que les Maliens soient vigilants. S'ils veulent faire cette manifestation, que cette manifestation soit encadrée par des forces de l'ordre. Réellement, moi, de mon côté, en tant que camarade, je dirais à Assimi Goïta purement et simplement d'interdire ces manifestations. Le peuple n'est pas dans ce moment de manifestation. Le peuple est en guerre. Purement et simplement. Mais quand tu touches ça, on dit démocratie, démocratie. Donc, les forces de l'ordre, là, tu viens là, tu prends une louche, tu vas manifester, on vous encadre là, vous faites pour une manifestation. Vous criez, le soir là, vous... Mais c'est-à-dire qu'en termes de démocratie, en termes de liberté individuelle, en termes de liberté d'un peuple, des fois, par moment, il faut qu'il y ait, cet affrontement-là. Parce qu'à un moment donné, ça devient inévitable quand même. Parce que tout va bien bailler. Et qu'au sein même du peuple, il y a des imbéciles, excuse-moi le terme, et que les auditeurs de priorité m'excusent de ce terme-là, qui sont là uniquement parce qu'ils ne sont pas d'accord et ils ne veulent pas que les choses bougent dans Yota. De toutes les façons, il y en a toujours. Qu'est-ce que ce Premier ministre-là? Je dirais même qu'il y aura même des dizaines et des dizaines au Mali. Hein. D'où faut dire. Ouais. Quand on va raconter avec l'émission là, je me ferai le plaisir d'appeler les parents au Mali et de demander tout simplement quel est votre état d'âme en ce moment. Mais ils sont bien, il n'a même pas besoin de demander. Non, mais bien sûr qu'ils sont bien. Très bien au Mali. Mais bien sûr qu'ils sont bien. Bien sûr qu'ils sont bien. En Côte d'Ivoire. Mais Bakary, c'est bien sûr qu'ils sont bien. C'est pour nous réconforter dans ce que nous pensons de leur état d'âme aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bon, merci beaucoup. On se donne rendez-vous à quelques heures là, après à 3h30. D'accord, très bien. Le temps que j'ai mangé un petit bout. D'accord, donc il n'y a pas de problème. On se prend après. Merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure. D'accord. Allez, bye.